Bonjour à tous. La Fédération Sinov est heureuse de vous accueillir à cette première conférence trimestrielle. Sous l'égide du think tank Sinovaction, nous ouvrons ainsi un cycle de réunions trimestrielles qui nous permettront d'explorer des sujets transversaux intéressant nos métiers. Nous pensons en effet que les nombreuses transitions à l'œuvre, qu'elles soient numériques, environnementales ou organisationnelles, s'interpénètrent et exigent d'être approchées globalement. Les métiers de service de la prestation intellectuelle, en première ligne sur le sujet, sont légitimes à proposer un cadre d'échange et de réflexion sur ces thèmes majeurs. Adhérents, partenaires, invités institutionnels, vous êtes au quotidien interpellés par ce thème de la gouvernance que nous allons aborder aujourd'hui. Sinovaction, le think tank de la Fédération, nourri des suggestions des syndicats adhérents, s'est inspiré des réflexions du syndicat Sinobergonomie pour proposer, avec le concours de M. Philippe Lorineau, cette conférence sur la gouvernance. Notre conférencier, M. Lorineau, polytechnicien, ancien haut fonctionnaire, ingénieur général des mines, professeur à l'ESSEC, va nous apporter son éclairage sur ce thème de la gouvernance profitable, gouvernance participative. Les questions pourront être posées sur le chat mis à disposition via le Framapad et notre direction de la communication nous compilera celle-ci. Monsieur Lorineau, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous donne la parole. Oui, donc le titre de ma présentation est Gouvernance participative, gouvernance profitable. Qu'est-ce que j'entends par ce titre? Au premier chef, ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans une période où les managers, les dirigeants d'entreprises, qu'elles soient très petites, moyennes ou grandes, également les décideurs de l'administration publique, sont confrontés à des défis très difficiles concernant leur méthode de management. Je vais d'ailleurs traiter de manière groupée management et gouvernance parce qu'à mon avis, c'est inséparable. Leur méthode de management, leur méthode de gouvernance, leur méthode d'organisation, avec une idée clé qui est que des approches de la gouvernance et du management qui sont traditionnellement défendues au nom de valeurs démocratiques, du sens du travail, je dirais de valeurs morales ou humanistes, donc les approches participatives, les approches démocratiques, doivent aussi être défendues au nom de critères beaucoup plus utilitaristes, tout simplement parce que ce sont des méthodes de management et de gouvernance qui, à mon avis, sont efficaces opérationnellement et économiquement. Et je vais parler de cela de manière un peu plus détaillée. Alors, je disais que nous sommes confrontés, que tous les décideurs sont confrontés à des défis redoutables parce qu'ils affrontent des situations qui présentent deux caractéristiques, à mon avis, essentielles. Une première caractéristique, c'est que ce sont des situations complexes. Et par complexité, j'ai pris comme exemple de la complexité dans cette image le changement climatique et les modèles qui rendent compte du changement climatique, dont on connaît l'extrême complexité du fait de la multitude de paramètres qui sont en cause, des boucles de rétroaction dans tous les sens, de formes de causalité non linéaires qui rendent ces situations extrêmement difficiles à modéliser et à anticiper. Deuxième caractéristique, ce sont des situations qui sont caractérisées par l'incertitude. Mais par incertitude, en l'occurrence, je n'entends pas incertitude banale au sens où on aurait un répertoire donné de scénarios potentiels parmi lesquels on ne sait pas très bien lequel va se produire, mais plutôt des situations dans lesquelles le scénario qui va se produire a une chance non négligeable de n'avoir jamais été identifié auparavant. Donc, ce que j'appellerais l'incertitude radicale, ce que parfois dans la littérature, on popularise avec la métaphore, l'image du cygne noir, d'où l'image que je vous montre là. Alors, conséquence, complexité, incertitude génèrent de l'inédit, donc du risque.
D'où l'image d'avancer les yeux bandés dans un monde dangereux. Mais je n'entends pas par là, je n'essaie pas d'exprimer un message désespéré, hein, ou angoissant. Je n'entends pas que tout le monde va tomber dans un ravin, mais j'estime qu'il y a, face à ces situations, deux impératifs pour assurer la survie et le développement de nos organisations. Le premier impératif évident, c'est qu'il faut maîtriser le risque. Non pas l'éviter, mais le maîtriser. Et très lié à ce premier impératif, un deuxième impératif qui est la capacité collective d'apprendre en permanence, voire parfois d'apprendre de la nouveauté radicale, c'est-à-dire d'innover. Alors comment faire? Je pense qu'il y a deux méthodes, deux voies d'action qui sont très importantes pour y parvenir. La première, c'est le management participatif. Et qu'est-ce que j'entends par management participatif? Il s'agit de donner la parole, mais pas seulement la parole, de donner un vrai pouvoir d'agir aux acteurs de terrain qui sont en première ligne, qui sont sur le front du changement et qui sont les plus à même de percevoir les signaux faibles ou forts de changement. Deuxième impératif, le pluralisme, c'est-à-dire accepter la multiplication des points de vue, des perspectives sur les situations qu'on rencontre, la multiplicité des types d'expériences du passé, liées à la diversité des métiers, à la diversité des fonctions, à la diversité des cultures aussi dans nos organisations, et pas seulement l'expérience du passé, mais aussi la diversité des types d'anticipation de l'avenir, des regards que nous portons sur l'avenir, accepter les divergences comme un fait de société et ne pas les percevoir comme un handicap ou comme un obstacle, mais comme un atout. Et accepter également le fait qu'il n'y a pas de vérité surplombante dans la gouvernance. Alors, je passe très rapidement. Hein, les désastres, si on fait un peu un historique des désastres des 20 dernières années, on constate qu'ils ont toujours été précédés de messages de lanceurs d'alerte qui ont été négligés au nom de l'expertise fondée sur des modèles rationnels supposés plus fiables que les messages du terrain. Et je vais faire deux détours pour illustrer mon propos. Premier détour, c'est un projet urbanistique dans l'agglomération de Bordeaux, un nouvel écoquartier, un quartier écologique à Bègles. Et le deuxième détour concernera l'histoire du lean management. Alors, premier détour, un nouvel écoquartier à Bègles. Bègles est une commune que vous connaissez peut-être, qui jouxte la ville de Bordeaux, la commune de Bordeaux. Elle fait partie de la communauté urbaine de Bordeaux et sa proximité du centre-ville de Bordeaux, avec en plus le fait que grâce à des fiches industrielles, la commune de Bègles dispose d'un patrimoine foncier important, lui donne une position tout à fait privilégiée pour le développement urbain de la communauté de Bordeaux. Contexte, on se trouve près de la mairie de Bègles sur un territoire qui a été un territoire industriel de sécherie de poissons, d'où le nom du quartier, les sécheries. Il s'agit d'un projet urbain qui s'inscrit dans une ZAC, une zone d'aménagement concerté. Or, les processus de réalisation des ZAC sont des processus hautement séquentiels. D'ailleurs, je généraliserai en disant que d'une manière générale, les processus qui se développent, qui régissent le secteur de la construction en France sont toujours très séquentiels, avec des points de passage obligés qui ont souvent un haut niveau d'irréversibilité, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé le point de passage, il est difficile, voire impossible de revenir en arrière. Des acteurs multiples qui sont séparés par des cloisonnements souvent assez hermétiques, et l'ensemble conduit à un produit final qui est, disons pour les choses un peu brutalement, de relativement mauvaise qualité et cher. Des logements standards, parce que la standardisation permet de limiter le risque, petits, plus petits que ce qui se construit chez nos voisins européens, et cher. Pourquoi? Une explication, c'est que le cloisonnement du processus fait que tous les acteurs cherchent à gérer le risque dans leur coin, leur propre risque, se donnent des marges de sécurité tampons à leur niveau, et le processus additionne les marges de sécurité. Alors, on est à Bègles dans une situation où il y a eu renouvellement récent des acteurs, un nouveau conseil municipal, un nouveau PDG de l'organisme de logement social bordelais Aquitanis, un nouvel urbaniste en chef, plus l'adoption récente du projet Métropole millionnaire de la CUB, de la communauté urbaine de Bordeaux,
qui vise en gros à multiplier la population de l'agglomération de Bordeaux par 2. Ces nouveaux acteurs tombent assez rapidement d'accord sur 2 constats. Le premier constat, c'est que si on veut faire revenir les habitants qui ont quitté Bègles pour des communes semi-rurales plus éloignées du centre de Bordeaux et offrant une qualité de vie plus élevée, il faut leur offrir des logements plus grands, plus personnalisables et meilleurs marchés, dans un environnement d'espace vert public. Deuxième constat des participants à ce projet, ce type de résultat est impossible à produire avec le processus habituel. On est donc confronté à un impératif qui est d'apprendre à faire les choses autrement. Alors, ces acteurs, nommément en l'occurrence précisément les élus et les services techniques de la ville de Bègles, la communauté urbaine de Bordeaux, l'organisme Aquitanis, l'urbaniste conseil, décident d'engager une phase préparatoire, une première phase exploratoire, qui ne visera pas à concevoir le quartier, mais qui visera à reconcevoir le processus. De passer d'un processus séquentiel à un processus itératif, d'un processus cloisonné à un processus coopératif, d'un processus fermé à un processus ouvert, etc., etc. 4 sessions sont organisées en un an, des sessions d'une journée, mais qui représentent des investissements en temps beaucoup plus importants, parce qu'il y a beaucoup de préparation et beaucoup d'exploitation après, animées par le cabinet Arc en Rêve, une sorte d'animateur porteur de méthodes, porteur d'outils, neutre par rapport aux uns et aux autres, avec un objectif qui est construire un langage commun et une vision partagée du projet, même si chacun garde sa spécificité et son point de vue particulier, avoir une vision à peu près partagée globale du projet par l'écriture d'une charte baptisée le cahier jaune. Vous voyez pourquoi, hein, vous avez l'image. Et le contenu du cahier jaune est résumé dans une page qui figure là, très synthétique, et c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé mon slide « Un an de travail pour une page ». Et évidemment, les acquis sont beaucoup plus importants que le texte d'une page. Puis s'ensuit une nouvelle période de quelques mois avec des sessions, je crois que c'est 3 sessions supplémentaires qui ont été élargies à des binômes promoteurs-architectes. Alors, dans ce projet, je vais mettre l'accent sur ce que j'appellerais 3 subterfuges ou 3 techniques, 3 méthodes destinées à faciliter le pluralisme des points de vue, l'expression libre du pluralisme, la coopération et la parole donnée au terrain. Première méthode, première technique sur laquelle je veux insister, c'est le fait que l'on démarre de 3 paradoxes, de 3 formules paradoxales qui semblent impossibles à satisfaire. Première formule, des appartements plus grands, moins chers. Alors, vous voyez que c'est illustré par une image qui est celle d'une résidence réalisée par Jean Nouvel à Nîmes, dans laquelle Nouvel a utilisé exclusivement des matériaux destinés à la construction industrielle, aux entrepôts, aux usines, ce qui lui a permis de baisser le coût moyen du mètre carré de construction de manière assez significative, et il a utilisé la marge de manœuvre économique ainsi dégagée pour faire des appartements plus grands. Deuxième paradoxe, une résidence privée dans un jardin public. Et là, l'image qui illustre est une opération de résidence privée, d'appartement, réalisée par l'architecte Jean Renaudy dans les années 50, après la Deuxième Guerre mondiale, dans laquelle il a essayé d'imbriquer la résidence privée avec un jardin public en utilisant les toits, les terrasses, les passerelles pour créer un parc. Troisième formule paradoxale, un immeuble, c'est-à-dire de l'habitat collectif constitué de maisons individuelles. Alors bien sûr, ce ne sont pas des maisons individuelles, mais ce sont des appartements qui tentent de respecter, de retrouver les valeurs de la maison individuelle, notamment l'adaptabilité aux besoins de chaque occupant et l'évolutivité dans le temps. Et vous avez là l'illustration par l'image d'un appartement dans une résidence à Zurich, en Suisse, où tout est modulaire, les cloisons sont mobiles, il y a des espaces qui peuvent être alternativement ouverts ou fermés, et donc on se rapproche de cet idéal. Alors, les formules paradoxales ont l'avantage de concentrer de manière imagée et provoquant à la pensée, à la réflexion, les défis auxquels le projet est confronté. Deuxième
méthode, deuxième subterfuge, deuxième astuce, je dirais, c'est le fait de progresser par des boucles itératives dans lesquelles on part toujours d'une sorte d'énigme pour ensuite organiser une discussion collective et essayer de dégager une réponse qui, à son tour, va devenir la nouvelle énigme. Alors, j'ai pris un exemple que je ne vais pas développer dans le détail. On part du paradoxe, de la formule paradoxale, une résidence privée dans un jardin public, dans un parc public. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que ça implique? En particulier, ça implique qu'il ne pourra pas y avoir de voitures circulant dans l'environnement jardiné, parc des résidences, puisqu'il y a 3 ou 4 résidences. Et donc, les voitures devront être retenues à la périphérie. Et là-dessus, il y a, et c'est d'ailleurs pas très original, hein, il y a eu d'autres opérations avant avec les mêmes contraintes et les mêmes solutions. Tout le monde est d'accord. Mais voiture retenue à la périphérie, comment va-t-on faire? Là encore, la réponse n'est pas extrêmement originale. On discute parking souterrain, parking à étage, d'autres formules. Finalement, on décide d'un parking à étage en bordure de zone. Oui, mais à ce moment-là intervient la CUB. Nous avons une politique urbaine qui vise à marginaliser la voiture particulière dans un horizon de 5 à 10 ans. Que va-t-on faire d'un parking à étage dans 5 ou 10 ans? Discussion, et puis finalement accord général sur le fait qu'on va consentir des surcoûts sur la réalisation du parking à étage pour le rendre convertible en bureau, salle des fêtes, etc. Et puis, il ne faut pas qu'il appartienne aux copropriétaires parce que sa conversion, sinon, serait quasiment impossible. Il faudrait attendre que tous les copropriétaires soient d'accord. Et ainsi de suite. Et ce qui est intéressant dans cette succession de boucles itératives, c'est que les participants qui sont à la fois les interrogateurs, ceux qui soulèvent un problème et qui vont participer de manière extrêmement active à l'animation de la discussion, ne sont pas toujours les mêmes. En quelque sorte, le fléchage de l'animateur se déplace d'un participant à l'autre. Les 2 premières boucles itératives, c'est plutôt la mairie de Bègles et Aquitanis qui sont moteurs. Troisième boucle, c'est plutôt la CUB qui est motrice. Quatrième boucle, c'est un jeune promoteur start-up qui a l'idée de nouvelles méthodes de vente pour vendre des appartements sans parking. Et ainsi de suite. Et par exemple, sur la 6e boucle, c'est plutôt l'urbaniste en chef qui est moteur. Troisième subterfuge, technique, astuce, c'est comment affronter l'incertitude. Et en l'occurrence, ici, l'incertitude, elle est formulée dans des questions du genre qui seront les habitants de cette résidence, de ce quartier dans 1 an? Déjà, la réponse est un peu ambiguë et incertaine parce qu'on n'a pas encore abordé la phase de commercialisation. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans la phase de commercialisation. Dans 5 ans, dans 15 ans, hein, vous voyez que la certitude est croissante. Comment vivront-ils à ce moment-là? Quels seront les usages, leurs usages de l'habitat? Et à la lumière de ces questions, on se rend compte qu'il y a une partie prenante fondamentale, qui d'ailleurs est au cœur, au centre des discussions, des réflexions et des travaux de l'ensemble du groupe, c'est le futur habitant. Mais ce futur habitant est à la fois une partie prenante fondamentale, mais elle présente une autre caractéristique, c'est une partie prenante fantomatique, puisqu'on ne sait pas qui va être le futur habitant. Et alors, la question, c'est comment impliquer dans la gouvernance du projet une partie prenante très importante, mais qui est fantomatique. Et là, Arc en Rêve propose un certain nombre de techniques et d'outils du genre des jeux de rôle avec des citoyens ordinaires de profils diversifiés, participant à des jeux de rôle sur la vie du quartier, des témoignages sur des opérations antérieures comparables, mais avec un recul de quelques années, notamment des témoignages d'habitants, des documentaires réalisés, des films documentaires réalisés sur ce type d'opération, des simulations, hein, par exemple, le jeune promoteur développe une simulation à partir d'une enquête Internet, une simulation des usages futurs des appartements qu'il va chercher à vendre. L'autre détour que je veux faire, c'est vous parler un petit peu de l'historique, de l'histoire du lean management. Pourquoi? Parce que les idées que j'essaie de développer aujourd'hui, en fait, sont loin d'être nouvelles. Et elles ont été développées notamment à l'origine historique de ce qu'on appelle aujourd'hui le lean management, c'est-à-dire dans les années 1920, il y a exactement un siècle. Et au départ, donc, le lean management naît comme un courant de pensée. On ne l'appelait pas lean management à l'époque,
il naît comme un courant de pensée managérial anti-taylorien, résolument critique du taylorisme. Et aujourd'hui, on retrouve sous l'étiquette du lean management, parfois, pas toujours, des actions qui sont, d'une certaine manière, une modernisation du bon vieux taylorisme. Alors, l'historique est le suivant. Un jeune statisticien qui s'appelle Walter Shewhart est recruté par le groupe Western Electric aux États-Unis dans les années 20 pour repenser le management de la qualité chez Western Electric, qui fabrique des téléphones. Il y a un taux de rebut qui est assez élevé et Western Electric voudrait le réduire. Alors, Shewhart va inventer plusieurs techniques de management de la qualité, le contrôle statistique de processus en 1924, puis la boucle du progrès continu en 1939. Et il y a un certain nombre de caractéristiques qui sont des fils de continuité dans son œuvre, dans ses travaux, très importants. Un premier fil, c'est qu'il a une approche plutôt tournée vers l'avenir que vers le passé du management de la qualité, une approche plutôt préventive que curative. Deuxième caractéristique, c'est qu'il veut s'appuyer de manière résolue sur l'expérimentation de nouvelles pratiques. Importance donnée à l'expérimentation plutôt que le contrôle de normes, de standards, de processus standards dont il faudrait contrôler la mise en œuvre. Troisième caractéristique, il estime que les opérationnels de terrain qui sont détenteurs du savoir sur les pratiques doivent toujours jouer un rôle clé. Il recrute et il forme dans les années 20 deux jeunes stagiaires qui s'appellent Deming et Juran et qui vont devenir, dans les années 30 et dans les années 50 et 60, les pères du mouvement mondial du management par la qualité et du mouvement de la qualité. Deming se déplace au Japon, nul n'est prophète en son pays, et il va être extrêmement influent au Japon. Et sous son influence, un dirigeant de Toyota, Ono, développe le Toyota Production System dans les années 50. Deming et Ono et d'autres conceptualisent cette approche du management en termes de progrès continu, Kaizen en japonais, qui devient un pilier du toyotisme et qui est rebaptisé par des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology en 1991, Lean Management. À mon avis, une dénomination particulièrement malheureuse, mais on pourra y revenir éventuellement. Et le Lean Management tend parfois à revenir à un contrôle par écart, aujourd'hui, fondé sur des modèles rationnels normatifs conçus par des experts, c'est-à-dire finalement les principes de base du bon vieux taylorisme. Alors, un petit exemple, une petite illustration de ce mouvement de balancier en avant, puis à mon avis, de régression. Deming a publié un livre dans lequel il explicite son modèle du progrès continu, qu'il appelle le PDSA, Plan, Do, Study, Act. Et il est très clair, très explicite dans son ouvrage, et il commente chacune des phases. Et il dit, Plan, c'est faire une hypothèse sur les leviers d'amélioration. Nous pensons que les leviers d'amélioration sont ceci, ceci et ceci. Do, c'est tester, expérimenter en grandeur réduite les leviers d'action qu'on a retenus dans l'hypothèse. Study, c'est évaluer les résultats de l'expérimentation. Act, c'est tirer les conclusions pratiques de ces résultats. Et en gros, deux cas de figure. Soit l'expérimentation valide l'hypothèse, à ce moment-là, on va étendre le champ d'application des nouvelles pratiques. Soit l'expérimentation tend plutôt à invalider l'hypothèse, et à ce moment-là, on va reformuler une nouvelle hypothèse. Dans tous les cas de figure, ce sur quoi Deming insiste, et il est en cela très fidèle à Shewhart, à son maître à penser, c'est que le point d'arrivée n'est jamais le point de départ. Pourquoi? Parce que c'est une boucle d'apprentissage. Et donc, on est bien sur une enquête collective destinée à explorer un futur incertain et à progresser dans la connaissance et la compréhension des situations par rapport à ce futur incertain. Si vous tapez aujourd'hui roue de Deming, Deming Wheel en anglais, sur Google par exemple, vous allez avoir des pages et des pages de la boucle PDCA. Et vous voyez qu'il y a une lettre qui a changé. Le S de study a été remplacé par le C de check. Et la boucle PDCA, c'est généralement plan, fixer un plan d'action. Do, exécuter le plan d'action. Check, contrôler la conformité de l'exécution au plan ou les écarts, identifier les écarts éventuels. Act, résorber les écarts.
et si tout se passe bien, vous êtes ramené au plan initial. C'est une boucle classique de contrôle, tout à fait compatible avec la vision taylorienne standard, réel, écart, fondée sur des écarts pour l'exécution d'un plan initial. Alors, on pourrait s'interroger, et on s'interroge, et je me suis interrogé sur les raisons de cette dérive d'une école de pensée managériale au retour vers les principes du taylorisme. Je n'ai pas le temps de développer, et on pourra éventuellement en parler dans la discussion. Alors, ma conclusion, des idées que j'ai développées cet après-midi, quelles sont les conclusions pratiques qu'on peut tirer, hein? Que faire? Alors, très rapidement et un peu en vrac, hein, je vais citer d'abord la première ligne d'action qui résume les autres, hein, et qui est en ligne avec le titre de ma présentation, c'est concevoir une gouvernance de notre organisation aussi pluraliste et ouverte que possible, faire intervenir dans la gouvernance, dans le conseil d'administration, dans les instances exécutives, des acteurs qui ont une vision hétérodoxe par rapport à la vision de la structure managériale, et un management aussi participatif que possible. Fonder les deux, gouvernance pluraliste, management participatif, sur une pédagogie du débat pluraliste. Le débat pluraliste n'est pas de la science infuse. Et je dirais même qu'à mon avis, l'immense majorité des décideurs aujourd'hui en France, du fait de leur éducation, etc., sont assez mal armés pour le débat pluraliste. Et donc, il y a une pédagogie du débat pluraliste, accepter les divergences comme plutôt un atout qu'un handicap, accepter le fait qu'il n'y aura jamais de vision unitaire et surplombante des choses, mais simplement, de manière extrêmement pragmatique, chercher des lignes d'action qui puissent faire un accord temporaire à un moment donné. Nous vivons dans une société de défiance, tout particulièrement en France. Dans cette société de défiance, on peut évidemment agir pour essayer d'y remédier, de faire que la société française soit moins une société de défiance et plus une société de confiance. Mais ça va prendre du temps. Et je pense que pour encore un bon nombre d'années, nous allons vivre dans une société de défiance. Et donc, une ligne d'action est de construire des bulles de confiance dans cette société de défiance. Alors, un des moyens d'y arriver, c'est de jouer carte sur table, de montrer son jeu. Je donnerai un petit exemple. Le jeune promoteur dont je parlais à propos de Bègle, un jour est venu avec ses comptes. Il a montré ses calculs de coûts et de marge pour pouvoir mettre en discussion les marges de manœuvre qu'il pouvait y avoir dans les méthodes constructives, etc. Et cet acte-là, qui était un acte de confiance, et c'est rare que les promoteurs mettent sur la table leurs calculs de coûts et de marge réels, je dirais, il peut y avoir peut-être des calculs cosmétiques, mais cet acte de confiance a suscité de la part des autres participants d'abord beaucoup d'étonnement et puis des actes de confiance réciproques. Quatrième ligne d'action, je dirais, c'est limiter la gestion par les chiffres au strict minimum, c'est-à-dire en général pratiquement au niveau dirigeant d'entreprises qui ont besoin de chiffres parce qu'ils ont affaire à des investisseurs, au fisc, etc. Mais à l'intérieur de la structure, développer ce que j'appelle le management narratif. Le management par le témoignage des salariés, témoignage des clients, verbatim, récit, retour d'expérience vivant, la réunion hebdomadaire dans laquelle chacun raconte la meilleure et la pire expérience qu'on a eue dans la semaine, ce genre de choses. Cinquième ligne d'action, développer la vigilance, se méfier des fausses évidences, se méfier des certitudes, essayer de développer l'attention aux signaux faibles internes et externes. Là encore, un petit exemple, 1986, les cours du pétrole sont divisés par 3 en quelques semaines. Les groupes pétroliers en ressentent un choc considérable au point de vue financier, opérationnel, etc. Le groupe pétrolier qui s'en sort de loin le mieux est Shell. Et quelques mois après, le directeur de la planification de Shell, Arie de Royce, un néerlandais, publie un article dans Harvard Business Review dans lequel il explique pourquoi, à son avis, Shell s'en est mieux tiré que les autres. Il explique que depuis 3 ou 4 ans, Shell obligeait tous ses cadres supérieurs, plusieurs milliers de personnes, à participer à un jeu de simulation collectif au niveau de l'ensemble du groupe qui était une simulation de rupture, la simulation d'un scénario de rupture. Et il dit en particulier, nous avions simulé un scénario de multiplication des prix du pétrole par 3.
Ce n'est pas du tout le scénario qui s'est produit, puisque le scénario qui s'est produit, c'est le contraire. Les prix du pétrole ont été divisés par 3. Mais, dit-il, le fait de préparer les gens à faire face à des scénarios dans lesquels leurs certitudes, leurs routines, leurs pratiques habituelles ne fonctionnent plus, était une formation à cette réflexivité, à ce pas en arrière, ce pas de recul, permettant de repenser, si nécessaire, repenser les pratiques et repenser les habitudes. Et pour résumer, alors encore une ligne d'action, recourir largement à l'expérimentation, et pour résumer le tout, développer les technologies de la folie, ce que James Marsh, un très grand chercheur en gestion d'organisation américain, mort d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, il y a 3 ou 4 ans, James Marsh a appelé les technologies of foolishness. Je crois qu'on en a vu 2 petits exemples dans mon exposé. Ça a été démarrer sur des formules paradoxales, c'est un peu de la folie, et des scénarios de rupture. Et plus en profondeur, changer de culture, notamment en France. Passer de Descartes à Dewey. Nous sommes imprégnés de rationalisme cartésien, et j'insiste toujours sur la nécessité de faire la distinction entre rationalisme et rationalité. Je pense qu'il est important d'être rationnel. Je pense qu'il est important de ne pas être nécessairement rationaliste. C'est différent. Et faire sa place au pragmatisme, qui est un courant de pensée qui est né aux États-Unis il y a 150 ans, qui s'est développé jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale et a prospéré aux États-Unis. Il a connu une certaine éclipse après la Deuxième Guerre mondiale, et depuis 15-20 ans, il revient très fortement en vigueur, aussi bien d'ailleurs en Amérique du Nord qu'en Europe, notamment en Europe du Nord, et qui est un peu un anti-rationalisme, un anti-cartésianisme. Je retiens 5 préceptes, c'est une pensée plus complexe que ça, mais pour nous, dans la vie des organisations, 5 préceptes qui me paraissent être utiles. Premier précepte, l'acteur est le penseur ultime de l'action. Celui qui fait est le penseur ultime de l'action. C'est ce qu'on retrouve avec l'origine Schwartz, Deming et le toyotisme. Autre manière de le dire, l'expérience doit prévaloir sur le modèle théorique. Ça ne veut pas dire que les modèles théoriques sont inutiles. Les théories, les modèles peuvent être très utiles. Ce sont des outils, comme le marteau et le tournevis. Et comme le marteau et le tournevis, on a parfois besoin de ce modèle-là et parfois on n'en a pas besoin. Ce ne sont pas des vérités. Deuxième précepte, toute situation est unique. Donc, faire très attention à l'illusion de la répétition intégrale. Mais on ne part jamais de zéro. On part d'expérience, de pratique, d'habitude. C'est très important, sinon on serait tout le temps en train de réapprendre l'eau chaude. Mais ce qui est important, c'est de savoir d'où on part. Ce bagage d'expérience, de pratique, etc., il faut le rendre le plus visible et le plus explicite possible pour, le cas échéant et si nécessaire, savoir le critiquer. Troisième précepte, piloter l'action collective, c'est se tourner vers le futur plutôt que vers le passé. Explorer les futurs possibles, expérimenter, plutôt que contrôler la conformité au passé. Je ne dis pas non plus là qu'on n'a jamais besoin de contrôle. On a évidemment besoin de contrôle. Mais plus les situations sont complexes et incertaines, je dirais que dans la pondération, moins on a besoin de contrôle et plus on a besoin d'exploration. Quatrième précepte, le pluralisme, je ne m'y attarde pas parce que c'est déjà largement commenté. Le pluralisme contribue à développer la compétence collective et l'innovation. Et cinquième précepte, qui résume un peu l'ensemble, rompons avec les dualismes toxiques que nous avons en partie hérités du cartésianisme, notamment le dualisme penser-agir, concevoir-utiliser, décider-exécuter, moyen-fin, etc. Alors, ma conclusion, c'est que le pragmatisme qui a été inventé il y a 150 ans, cette pensée pragmatiste, est plus actuelle que jamais. Je schématise un peu le passage du cartésianisme au pragmatisme par le passage du penseur de Rodin, qui, à mon avis, est une bonne image du cartésianisme. Ce penseur qui s'isole dans sa tour d'ivoire des contingences sociales et matérielles de son temps, passer plutôt à cette image du chantier de Fernand Léger, dans laquelle tous, les décideurs, les experts, les intellectuels, les opérateurs de terrain, sont engagés dans le même chantier de construction de l'avenir. Je vous remercie de votre participation et de votre écoute. Merci Philippe Lorino. Alors, l'organisation fait que les questions sont posées par chat et sont remontées par la fédération, donc qui me les compile.
Donc, on a déjà 3 interventions sur le chat que je vais reprendre. Je me permets de reposer les questions que j'avais préparées en tant qu'animateur. J'aimerais, Philippe, que vous puissiez revenir sur la modalité de la gestion du risque. Parce qu'effectivement, quand on a préparé cela, vous m'avez fait une magnifique démonstration de ce que l'on ajoute, de ce que l'on compile, qui fait que ben, soit je vais vers le coût élevé si chacun ajoute de son côté, soit éventuellement je vais sur un engagement restreint et peut-être plus productif si on va, comme vous l'avez dit, on abat les cartes et on va vers un engagement majeur collectif. Voilà, je vous laisse la parole. Oui, bah ça, je l'ai touché du doigt. J'en avais lu, j'avais lu des articles sur la concurrence, l'organisation des projets dans laquelle on essaie de diminuer et relativiser les cloisonnements, l'efficacité. Mais je l'ai touché du doigt dans le projet de Bègle, parce qu'on voyait très bien que lorsque les différents participants au projet abattent leurs cartes, hein, cartes sur table, à ce moment-là, on est dans une gestion mutualisée collective du risque. Et dans cette gestion mutualisée et collective du risque, d'abord, les marges que l'on prend au global sont beaucoup plus faibles que les marges, que l'addition des marges. Mais en plus, dans la confrontation des différentes perceptions du risque qu'ont les différents acteurs, on voit émerger des idées nouvelles. Et peut-être plus encore que sur la réduction quantitative des provisions, je dirais, pour je parler simplement, des provisions pour risque, qui existe. Il y a une réduction quantitative lorsqu'on mutualise. Mais en plus, je pense qu'il y a dans l'explicitation qualitative de la vision du risque à chacun, par exemple, lorsque le promoteur vient et explicite un peu comment il perçoit son risque économique, quelles sont les sources de son risque économique, par où ça passe. À ce moment-là, les autres comprennent aussi mieux d'abord le point de vue du promoteur, mais comprennent aussi leur propre point de vue d'une certaine manière mieux. Et lorsque les choses se passent bien, je ne dis pas que ça arrive tout le temps, mais lorsque les choses se passent bien, c'est l'occasion de faire émerger des idées nouvelles. Ok. Merci Philippe. Juste un petit détail, Philippe, si vous pouvez enlever la présentation, comme ça, Oui, l'image, alors, voilà, l'image sera mieux partagée. Voilà, très bien. Merci Philippe. Donc, alors, un de nos confrères, donc Monsieur Deranlo, nous fait une observation sur Jean-François Jobrist, alors, il demande, n'est-il pas un modèle inspirant du management participatif? Voilà, avec le modèle de l'entreprise libérée. Alors on avait parlé, on peut peut-être le rejoindre, ça, avec d'autres éléments, hein, sur, peut-être les nouvelles populations dont on entend parler, hein, avec, les jeunes, les vieux, enfin voilà, il y a une réflexion globale qui est en train de se construire aujourd'hui. Quand on a préparé cela, on en a longuement parlé. Donc si vous pouvez y revenir dessus, ça apportera une réponse à notre confrère. oui, alors, il peut y avoir des idées tout à fait intéressantes dans le mouvement de l'entreprise libérée. Je vais simplement ici livrer un peu une interrogation que je ne dis pas que c'est une critique complètement aboutie, mais une interrogation ou un danger, en tout cas, pointer un danger. Lorsque je parle de management participatif, ça veut dire que chacun assume son rôle là où il est. Et donc, le dirigeant doit assumer son rôle de dirigeant et le manager doit assurer son rôle de manager. Ça veut dire que le manager n'est pas nécessairement celui qui sait ce qu'il faut faire, hein, mais il est celui qui va se mettre à l'écoute des équipes, le dirigeant aussi d'ailleurs à son niveau, se mettre à l'écoute des équipes pour voir quelles sont les conditions à créer pour que les équipes puissent réaliser, si tant est que ce soit réalisable, hein, puissent réaliser ce qu'elles souhaitent réaliser, les potentiels qu'elles perçoivent. Mais ça signifie que le dirigeant et le manager doivent être présents sur le terrain, assumer leur part de responsabilité et assumer leur rôle. Et ma crainte avec des mouvements comme l'entreprise libérée, c'est que ça puisse se traduire finalement par une sorte de désertion du terrain par le dirigeant ou par le manager. Je ne pense pas qu'il faille que le dirigeant ou le manager se retire en disant allez-y, je vous laisse faire ce que vous voulez. Moi, je ne suis plus là. Et malheureusement, on le voit. Moi, j'ai vu des situations dans lesquelles, au nom du management participatif, par exemple, hein, qui peut être mal interprété, au nom du management participatif, une certaine démission, je dirais, ou une certaine désertion des managers
qui sont porteurs de leurs propres compétences, de leurs propres contributions. Le manager, il va définir des règles, par exemple, hein. Il va définir des conditions de réalisation. Et il faut qu'il soit là, sur le terrain, hein, impliqué. Voilà, c'est un petit peu mon inquiétude. Merci Philippe. Alors, plusieurs interventions, donc je ne vais pas reprendre tous les noms, reprennent la tolérance à l'erreur pour le management. Et puis, donc au même titre qu'on faisait le parallèle avec, l'entreprise libérée, revient la question, on en avait parlé, sur les méthodes qui arrivent et particulièrement la méthode agile. Oui, alors sur la tolérance à l'erreur, c'est évident quand j'ai parlé de l'importance de l'expérimentation. L'expérimentation joue un rôle clé et il ne peut y avoir expérimentation. Le climat est favorable à l'expérimentation s'il y a tolérance, plutôt qu'à l'erreur, je dirais tolérance à l'échec. C'est-à-dire que l'expérimentation suppose qu'on essaye cinq scénarios et puis on a peut-être 3 qui échouent et 2 qui marchent. Et on va pas tomber à bras raccourcis sur les responsables des 3 scénarios qui échouent, parce que c'est l'essence même de l'expérimentation que d'avoir des échecs. Et je préfère parler d'échec que d'erreur, parce que l'erreur pointe déjà sur un petit peu une accusation de quelqu'un qui a commis une erreur. C'est le propre de l'expérimentation d'engager un certain nombre. Alors, j'ai toujours Oui, en allô? tête. Oui, Ah vous non, m'entendez? il y a Oui. un micro qu'il faut couper là, pardon. Oui, et donc j'ai toujours en tête un petit peu cet exemple dans l'industrie automobile, de l'étonnement des industriels occidentaux de l'automobile il y a déjà un bon bout de temps, il y a 15 ou 20 ans, lorsque ils ont découvert que les industriels japonais de l'automobile engageaient des projets de développement de nouveaux véhicules avec 2 ou 3 options de choix sur le nouveau véhicule concurrentes qu'ils menaient pendant 1 an et demi, 2 ans, de manière concurrente, donc en dépensant beaucoup plus d'argent que s'ils avaient retenu un seul projet, pour finalement en abandonner un des 2 ou un des 3, ou 2 des 3. Mais je crois que c'était effectivement cette idée selon laquelle on a intérêt à élargir le spectre de l'expérimentation pour essayer plus de choses et on a plus de chances de trouver, à un moment donné, au moment où on en a besoin, le bon scénario. Voilà, donc c'est tolérance à l'échec. Alors sur Agile, moi je ne suis pas un spécialiste des méthodes de management Agile, mais je crois qu'elles s'inscrivent assez bien dans ces idées sur le management participatif, pour ce que j'en connais, hein, je ne l'ai jamais pratiqué. Elles s'inscrivent assez bien dans ce dont j'ai parlé, et elles sont plutôt dans cette perspective et dans cette philosophie. Alors, de notre confrère Léonard Querel, qu'est-ce qui, selon vous, invite le plus les rationalistes d'entre nous à revendiquer un pragmatisme de façade? Allez, vous avez 5 minutes. J'aimerais bien interroger la question, c'est-à-dire, est-ce que la question porte sur le fait qu'il y a beaucoup de discours qui sont plutôt, je ne sais pas comment le qualifier d'ailleurs, ce n'est pas du greenwashing ou je ne sais quoi, mais c'est un peu du washing, beaucoup de discours sur du management participatif ou de la gouvernance pluraliste, mais qui ne renvoient pas à des réalités. C'est bien cela, je pense, hein, le sens de la question, à des pratiques réelles. Alors, si c'est bien le sens de la question, je pense que c'est tout à fait le cas. Je pense qu'on entend beaucoup de discours, y compris d'ailleurs pas seulement dans les entreprises, je trouve également au niveau de l'appareil d'État, de la vie politique, etc. Beaucoup de discours sur la participation, sur la concertation, etc. Alors déjà, je crois qu'il faut faire une distinction très claire entre participation et concertation. Moi, ce dont je parle, c'est une vraie participation, c'est-à-dire le fait qu'à un moment donné, des managers, des dirigeants acceptent le point de vue de l'autre ou acceptent que l'autre essaye de mettre en œuvre son point de vue à un niveau expérimental. Donc, il ne s'agit pas seulement d'écouter, éventuellement de reprendre certains discours, mais de véritablement donner, ce que j'ai dit, donner du pouvoir d'agir. Donc, faire cette distinction entre concertation et participation. La difficulté de la vraie participation, c'est que ça met en cause des éléments de pouvoir de la part des managers et des décideurs qui ne sont pas seulement des éléments de pouvoir, mais qui sont aussi, dans la culture dans laquelle nous baignons, des éléments de légitimité. C'est-à-dire que très souvent, dans beaucoup de structures, la légitimité du manager et a fortiori du dirigeant
repose sur le fait qu'il est censé savoir, qu'il est le détenteur du savoir, de savoir ce qu'il faut faire. Et s'il montre d'une manière ou d'une autre que, ma foi, il peut avoir ses propres idées, mais il n'est pas convaincu qu'il sait ce qu'il faut faire, il y a ce biais culturel qui consiste à se dire, mais dans le fond, il n'est pas légitime. On le voit dans des entreprises et on le voit, à mon avis, dans la vie politique en France, hein, cette association du fait d'avoir le monopole du modèle vrai, hein, de savoir ce qu'il faut faire, et de la légitimité sociale du dirigeant, du manager. Et il faut donc avoir des managers qui ont suffisamment de personnalité, suffisamment de conviction qu'ils pourront conduire des transformations profondes pour accepter cette espèce de risque de délégitimation qui est surmontable, hein, mais surmontable à condition d'avoir des convictions fortes et une forte personnalité. Alors oui, là, Philippe, j'aurais une double question de la part de René Gamba et de madame Sophie Lanoux. Alors, René nous demande, qu'est-ce qui pousse finalement, quelles sont les raisons qui nous poussent à revenir au taylorisme? Et madame Lanoux dit: «Mais comment convaincre les ingénieurs aux commandes des entreprises?» En même temps, je me permettrai juste une petite parenthèse, c'est qu'à Sinov, nous sommes des ingénieurs, nous sommes aussi des sachants, nous sommes des pseudo-managers, est-ce que vous n'êtes pas en train de nous fusiller là? Hein? Ben, j'espère que non. Ça n'est pas mon objectif, hein. Très bien. Alors, sur la première question, pourquoi cette tendance à retourner au taylorisme? Ben, je pense qu'il y a des ressorts assez profonds, mais il y en a au moins, je ne sais pas, j'en citerai au moins un, qui est peut-être même deux. Le premier, c'est ce que je viens d'évoquer, c'est la légitimation du cadre dirigeant, c'est souvent le fait de savoir ce qu'il faut faire, d'être le détenteur des représentations vraies, hein, des représentations vraies de l'activité, des représentations vraies de la stratégie, etc. Et associer sa légitimité à cette détention des représentations vraies. Ça, c'est un premier facteur. Et qui dit monopole de la représentation vraie par quelqu'un qui est en situation de direction ou d'expertise, c'est un peu la même chose, hein, va conduire inéluctablement, vis-à-vis des acteurs de terrain, à des politiques de contrôle, hein. Si je sais ce qu'il faut faire, l'impératif auquel je suis confronté, c'est de contrôler le fait que les acteurs de terrain font ce dont je sais qu'ils doivent le faire. Bon. Donc ça, c'est une première raison. Et le taylorisme, c'est le contrôle, hein, c'est la philosophie du contrôle. Une deuxième raison, c'est, je pense, une gestion de risque. C'est-à-dire qu'il y a cette crainte que les choses ne se passent pas comme on l'a prévu ou comme on le souhaite, et cette illusion que pour éviter que les choses ne se passent pas comme on le souhaite, il faut préciser à l'avance la manière dont elles vont devoir se passer, et ensuite contrôler la réalisation. Je dis que c'est une illusion, et à mon avis, par rapport à la gestion de risque, c'est contre-productif. C'est-à-dire que les managers et les dirigeants qui sont convaincus que, en représentant de manière normative et rationnelle les méthodes d'action, parfois même dans les moindres détails, hein, donc ce qui correspond au standard taylorien, sans nécessairement aller jusqu'au standard au sens taylorien classique, mais c'est quand même la philosophie, préciser ce qu'il faut faire, puis mettre en place des structures de contrôle perçues comme une manière de réduire, minimiser, maîtriser le risque, est une illusion extrêmement dangereuse et très trompeuse, parce que c'est souvent les gens qui ont développé le plus cette illusion qui, à un moment donné, sont pris par surprise et sont les moins armés pour faire face à la situation inédite à laquelle ils sont confrontés. Merci Philippe. Alors, donc plein d'allusions sont faites effectivement à la formation au sens large, avec Ah, des pardon, je n'ai pas répondu sur les ingénieurs, hein, oui, très brièvement, hein. Euh, je pense que les ingénieurs, ils ont un atout et un défaut, un handicap. Le handicap qui est un peu lié à leur formation, et l'atout aussi d'ailleurs est lié à leur formation et à leur pratique. Je vais commencer par le handicap pour terminer sur la note favorable, sur l'atout. Le handicap, c'est qu'ils ont souvent une vision très scientiste des choses, hein, donc avec des modèles de causalité linéaires assez fortement ancrés du fait de leur culture technologique et scientifique, qui, à mon avis, peuvent faire l'objet d'une distanciation assez facile si
si leur expérience pratique le permet. Hein. Mais bon, voilà, au départ, ils ont quand même souvent, et la formation qui est pratiquée dans les écoles d'ingénieurs peut-être a évolué, heureusement, je pense qu'elle enseigne un peu plus le doute que par le passé, mais elle n'a peut-être pas encore assez évolué. Donc ça, c'est un peu le handicap. En revanche, je pense que l'atout, c'est que souvent les ingénieurs, par leur fonction, etc., sont au contact, je dirais, de la matière et du travail sur la matière, d'une certaine manière. Hein. Euh, euh, le conducteur de travaux est peut-être plus au contact du chantier que le dirigeant qui est dans les bureaux, le directeur financier ou le directeur de la stratégie d'un groupe de construction. Donc, l'ingénieur est un peu au contact des réalisations techniques et opérationnelles, ce qui fait que la pratique de l'ingénieur peut être plus favorable à une complexification des modes de pensée, voilà, de manière très schématique. Et c'est pour ça, Philippe, vous voyez, pour sortir de cette technicité, que Sinov regroupe des syndicats et des professions centrées sur l'humain. Donc, ça permet d'altérer les choses. Voilà. Très Donc, il bien. faut faire la promotion de Sinov. Hein. Alors, encore une question. Après, j'aurai le plaisir de passer la parole au président de la fédération et on remerciera tout le monde. Effectivement, c'est autour du paradoxe hein, entre cette démarche participative. Alors, pour nous qui sommes surtout des TPE-PME, donc effectivement, rentrer dans cette coopération, si on se plonge dans nos entreprises, mais en même temps, la responsabilité du dirigeant. Et donc, on peut effectivement, pour les grands groupes, poser la même question et pour l'État, poser la même question. Donc, cette altération entre le participatif et la responsabilité. Ben, je pense qu'en fait, la contradiction n'est qu'apparente. Ça rejoint un peu ce que je viens de dire hein, sur la gestion du risque et l'illusion du contrôle. Euh, je pense que le dirigeant qui effectivement a des responsabilités de toute nature, hein, des responsabilités financières, juridiques, légales, etc., le dirigeant est donc un acteur confronté à un niveau de risque particulièrement important. Et ça, c'est une donnée de fait, c'est incontestable. Donc, la question qui lui est posée, c'est comment puis-je au mieux maîtriser ce risque? La réponse classique, c'est multiplier les outils, les techniques et les procédures de contrôle. Tant que les situations sont récurrentes, répétitives, stables, relativement simples, ça marche. À mon avis, le contrôle est très efficace dans les situations de type, justement, type taylorien. Le taylorisme n'a pas été inventé dans n'importe quel contexte. Et dans le contexte historique dans lequel il a été inventé, il marchait très bien. Hein. Donc, il y a des contextes dans lesquels cette réponse au risque du dirigeant par la mise en place d'un appareil de contrôle performant peut fonctionner. Mais plus les situations sont évolutives, complexes et incertaines, plus la maîtrise du risque que donne cet appareil de contrôle est illusoire. Et le fait d'avoir l'illusion de maîtriser le risque alors qu'en réalité on ne le maîtrise pas expose le dirigeant à beaucoup plus de dangers que lorsqu'il est conscient du fait qu'il ne maîtrise pas totalement le risque et qu'il va mettre en place des dispositifs qui permettent de mobiliser le plus d'intelligence possible, le plus de capteurs, je dirais, des phénomènes, des situations possibles, et donner le plus la parole possible à un grand nombre de voix, hein, de formes d'expression. Voilà, donc je dirais la contradiction apparente entre participation et responsabilité du dirigeant me semble, cette contradiction n'est qu'apparente et j'aurais tendance à dire attention, attention aux dirigeants, surtout dans les situations dans lesquelles nous sommes, attention à l'illusion de contrôler les situations. Ok, merci Philippe. Alors, la toute dernière question autour de cette évolution réglementaire qui aujourd'hui finalement nous met dans des situations où on a l'impression que on n'a pas de marge de manœuvre, que tout est décidé en avance et que finalement quand on va parler des transformations, transitions numériques, écologiques, humaines, on a peu de marge de manœuvre. Du coup, dans une conduite de projet, dans cette gouvernance au sens large, comment, puisque l'ensemble des praticiens de Sinov participent aujourd'hui à cette réflexion de apporter des idées pour changer un peu, comment on peut évoluer face à ce réglementaire? Alors ça, c'est un problème réel
peut-être en partie propre à la France, hein, parce que je pense que nous avons un État qui est particulièrement réglementeur, hein, et c'est une difficulté à laquelle je comprends très bien que beaucoup de dirigeants d'entreprises, de, de cabinets conseils, de cabinets d'ingénierie, etc., sont confrontés. La multiplication des normes, la multiplication des réglementations. Alors, je prendrai l'exemple du projet de Bègle, justement, hein. Il se trouve confronté à un impératif qui est densifier. Il faut augmenter la population. Vous avez vu le projet métropole millionnaire. Il faut densifier la population. Et en même temps, il faut maintenir ou développer les espaces verts. Et donc, à un moment donné, la contradiction entre les deux impératifs apparaît de manière évidente et les acteurs du groupe se tournent vers la Cube et vers les réglementeurs en disant ben oui, mais attendez, comment on va faire là? Nous sommes sur un plan d'urbanisme qui limite les constructions à R+3. Comment voulez-vous que nous densifions avec ces contraintes? Et discussion, etc. Et puis finalement, ce qui en sort, c'est qu'on dit ben, on autorise de manière dérogatoire à passer à R+5. Alors, bon, c'est un peu une success story et ça ne se produit pas toujours comme ça. Ce que je veux dire, c'est que on est confronté, c'est un peu comme la société de défiance, hein. On est confronté à un contexte qui est un État lourd, normalisateur, auteur de nombreuses règles. Je pense qu'il y a toujours un petit peu d'espace pour négocier, à condition de bien choisir les sujets. Je pense qu'on ne peut pas négocier, contredire, combattre des contraintes qui nous sont imposées tous azimuts. Parce que d'abord, on n'a pas la force et le temps de le faire. Et puis en face, on a un État qui va finir par dire non, mais vous voulez rien. Bon, donc il faut choisir soigneusement les sujets sur lesquels on peut essayer de mettre l'accent sur les contradictions éventuelles, car des contradictions dans les politiques publiques, il y en a tout le temps. Les contradictions, celles qui paraissent importantes, et essayer d'obtenir l'assouplissement des normes et des règles là où ça paraît possible et là où c'est particulièrement important. Bon, alors je pense qu'il y a toujours un certain espace de liberté, un certain espace de négociation. Et par contre, j'admets qu'effectivement, c'est un sujet de préoccupation et qui consomme du temps, de l'énergie, des ressources. Merci beaucoup, Philippe. Alors, merci à tous les participants par rapport aux questions. On n'a pas pu toutes les relever, hein, parce qu'on s'est quand même donné un temps. Avec dans le chat, je pense que vous les lisez parce qu'elles sont adressées à tout le monde, des propositions aussi, hein, de réflexion. C'est là aussi où l'intelligence collective, hein, voilà, est intéressante. En même temps, ça nous donne des idées, on va dire, de colloques sur lesquels on pourra continuer ce premier colloque que Sinov a lancé par Sinovaction. Donc, nous aurons le plaisir de continuer avec Monsieur Lorino et puis certains de ses confrères à animer d'autres colloques. Et on espère, puisque finalement, on était quand même aux alentours de 200 à être autour de ce colloque, à se retrouver aussi nombreux. Et je vais passer la parole à notre président, Frédéric Lafage, donc président de la Fédération Sinov, qui va nous dire son mot de conclusion. Et moi, je remercie Oui, très chaleureusement Philippe et les participants. merci à tous les participants. Merci, effectivement. Mais bon, donc, il me revient le rôle de celui qui va conclure et certainement pas synthétiser tout ce qui a été dit parce que c'est à la fois très riche, il y a eu beaucoup de réactions et effectivement, merci à tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont préparé. Merci, Monsieur Lorino, pour votre intervention. C'est toujours riche et on a besoin aussi de prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui a été évoqué dans votre intervention. Ce sont des sujets qui nous préoccupent, ce sont des sujets auxquels nous sommes également confrontés, alors à la fois en tant que dirigeants de cabinet, quelle que soit la nature de l'activité, que ce soit également, d'ailleurs j'ai pensé tout au long de votre intervention aux présidents de syndicats qui eux aussi, voire moi-même, sont dans leur conseil d'administration à devoir gérer des visions hétérodoxes et de pluralité de points de vue. Je peux vous assurer que c'est une réalité que l'on connaît bien dans cette fédération et qu'on a besoin de beaucoup de pédagogie pour pouvoir arriver à trouver les consensus, mais c'est d'une très, très, très grande richesse. Juste pour ne pas faire trop long, parce qu'encore une fois, vous avez dit beaucoup de choses,
on voit bien qu'on doit être dans des changements culturels profonds de mon point de vue. Tout à l'heure, on évoquait la question de la réglementation. Je pense que c'est aussi le reflet de la culture de notre pays, notre vieux pays. Et de la même manière que nous avons les dirigeants que l'on mérite, on a aussi les lois que l'on mérite, puisqu'elles sont par définition faites par ceux que l'on a mis au pouvoir. Et je le vois comme pour beaucoup de nos confrères, quand on travaille sur différents sujets, aujourd'hui autour de la transition numérique, transition écologique, enfin de tous les grands sujets sociétaux, eh bien, c'est quelle loi, quel label, quel texte réglementaire allons-nous faire pour pouvoir, bien évidemment, faire face à la situation nouvelle auquel nous sommes confrontés. Donc, les changements culturels, on sait qu'ils peuvent être, ils sont souvent liés à de nombreuses générations ou à des grands bouleversements. On le voit actuellement avec la crise de la Covid. On voit qu'il y a des ruptures et que ces ruptures sont souvent l'occasion de penser différemment. Donc, on s'inscrit complètement là-dedans. Et puis, un dernier mot, parce que c'est aussi ce que j'ai retenu par rapport à la légitimité finalement du dirigeant. C'est vrai que cette légitimité aujourd'hui ne repose plus uniquement sur son savoir, mais aussi sur peut-être sa capacité à animer et à faire émerger des savoirs que chacun peut porter. On revient au fameux principe de la maïeutique socratique, hein, donc de l'art du questionnement, de la capacité à pouvoir effectivement faire émerger la connaissance que chacun peut porter et qui donne cette richesse et cette démarche collective. Voilà, je ne veux pas faire plus long parce que le but étant pas de faire des débats après, encore une fois, tout ce que vous nous avez apporté, mais voilà, comme le disait tout à l'heure Jean-Luc, on s'inscrit complètement dans cette dynamique-là au sein de la fédération, au sein de nos syndicats, au sein de nos régions, je pense au sein des métiers que nous portons. Voilà, nous sommes des esprits indépendants qui agissons collectivement et c'est quelque chose que l'on veut continuer à porter fortement. Voilà, j'en dis pas plus. Merci encore une fois à tout le monde. Merci à tous. Merci, M. Lorino. Merci, Jean-Luc, pour tout le travail qui a été fait. Alors juste, un détail pour les participants, donc cette conférence sera disponible. Notre service com, donnera les liens nécessaires, hein, pour ceux qui veulent y revenir pour, voilà, pour l'écouter et on espère très sincèrement vous retrouver aussi nombreux dans les prochaines conférences. Une très, très, très belle fin de semaine, un très beau week-end et une belle dégustation de fraises parce que les premières fraises françaises sont arrivées. À bientôt à tous.